Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien des deux côtés de l'Atlantique aujourd'hui. Donc, avant de débuter, je vais vous informer que nous enregistrons présentement cette rencontre qui sera ensuite archivée en ligne dans notre maison virtuelle de la médiation culturelle, qui est en fait sur le format Padlet en ligne. Donc, le lien sera placé sur Facebook et nos réseaux sociaux après l'événement d'aujourd'hui. Et vous retrouverez également les enregistrements de nos événements et ateliers passés, donc, qui ont un cours depuis 2020. Voilà, donc, et si vous souhaitez que votre image ne soit pas captée pendant l'événement, il suffirait simplement d'éteindre votre caméra. Mais je vous invite, si ça ne vous ennuie pas, si vous êtes à l'aise avec ça, de la laisser ouverte puisque ça rend la chose plus conviviale, mais cette décision, évidemment, vous appartient. Alors, au nom de toute l'équipe du Centre Artenso, je suis très heureuse de vous accueillir dans cette quatrième édition des Midi Réseau, notre série de conversations croisées sur la médiation culturelle avec des figures inspirantes dans différents réseaux francophones. Donc, je me présente. Mon nom est Julia Roberge Van der Donk. Donc, je suis responsable des communications et de la médiation numérique chez Artenso. Et aujourd'hui, je serai accompagnée de mon collègue, de ma collègue Eva Quintas, qui est directrice générale du Centre Artenso, que vous voyez à l'écran, et de mon collègue Jonathan Fraser-Rouleau, qui est professionnel de recherche, qui sera là pour notamment récolter vos questions dans le chat, intervenir à différents moments aussi. Alors voilà pour la petite mise en contexte. Et en fait, pour le rappel, pour une mise en contexte plus large, nous avons démarré la série des Midi Réseau au mois de mars 2021, un an après que toutes nos pratiques culturelles aient basculé en ligne, bouleversant, comme vous le savez, nos habitudes, de même que nos savoir-faire et nos savoir-être. Donc, dans cette première année de pandémie, nous n'avons cessé d'apprendre et de nous questionner. Et parmi ces questions sur l'être et l'agir en conditions numériques, a surgi de façon récurrente la notion du temps. Donc, celle de la temporalité mise à l'épreuve avec celle de la relation. Donc, la thématique de ces midis réseaux qui se déroulent sous forme de conversation en relais s'est inscrite autour du temps et de l'engagement. Pour la première édition, en mars dernier, nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Fizet, qui est commissaire à l'engagement à la Fondation Chi à Montréal. Daniel a ensuite invité en avril un duo d'artistes chercheuses de Genève, le duo Micro-Sillon, formé de Marianne Guarino-Huet et d'Olivier Desvoignes. Et ces derniers ont invité à leur tour pour une troisième conversation Marie Preston, artiste et chercheur de Paris, donc en mai dernier. Donc, nous avons proposé de boucler la boucle en revenant au Québec cet automne pour cette toute dernière édition des Midi Réseau. Et Marie a choisi d'inviter l'artiste, autrice et chercheuse montréalaise Sylvie Coton. Sylvie est bien connue des milieux artistiques québécois pour sa pratique relationnelle, marquée par de nombreux protocoles et des actions de partage et de mise en lien avec la communauté. Donc, Sylvie est une artiste autodidacte versée dans les pratiques interdisciplinaires incluant l'art actuel, l'art relationnel, le dessin et l'écriture. Depuis 1995, elle a présenté des projets de performance et d'exposition au Québec, aux États-Unis, en Europe, au Mexique et au Japon. Elle a complété un doctorat en études et pratiques des arts en 2020, portant sur l'expérience du phénomène de la présence en art-action. La recherche artistique de Sylvie Coton s'intéresse au concept de présence et le questionne par des projets sur mesure, principalement élaborés par la voie du médium art-action. Sa vision de la pratique artistique consiste à accueillir une rencontre, à laisser apparaître le potentiel de frottement et d'influence réciproque. Son travail s'inscrit le plus souvent in situ et in socius et par ce qu'elle nomme aussi in spiritu, c'est-à-dire un travail agencé à l'état d'esprit du moment de la création. Donc, il sera intéressant de l'entendre et de possiblement d'établir des parallèles entre pratiques artistiques et pratiques de médiation engagées à travers des approches collaboratives et de co-création. Quant à elle, Marie Preston est artiste, chercheure et maîtresse de conférences à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et elle est membre de l'équipe TIMED, donc équipe de recherche esthétique des nouveaux médias, laboratoire art des images et art contemporain.
Elle développe un travail artistique qui se constitue comme une recherche visant à créer des œuvres, documents d'expérience, avec des personnes a priori non artistes. Sa démarche tente d'être une exploration artistique et ethnographique de situations variées, où le processus de création implique un tâtonnement méthodique pour positionner à la bonne distance afin de co-construire l'œuvre avec les personnes concernées. Et je vous signale aussi que son ouvrage Inventer l'école, penser la co-création, dont on avait fait mention au dernier Midi Réseau en mai dernier, vient en fait de paraître aux presses du réel. Donc, il reste à déterminer les modalités là, pour l'accès au Québec, mais ça ne saurait être trop complexe d'après ce qu'on vient de discuter. Donc, vraiment un ouvrage qui risque d'être fascinant et qu'on vous recommande chaudement, bien sûr. Et je crois que vous avez voilà, le lien dans le chat présentement si vous souhaitez en savoir davantage. Alors, la conversation d'aujourd'hui entre Marie et Sylvie durera une trentaine de minutes environ, donc de 20 à 30 minutes. Et nous invitons aussi les membres du public à intervenir lors de la période de questions et d'échanges par la suite pour une autre vingtaine de minutes, donc selon le temps que nous aurons en ce moment. Et voilà, donc je cède maintenant la parole à Marie qui débutera l'échange avec Sylvie. Donc voilà, bonne conversation. Merci beaucoup Julia, merci à Artenso d'organiser tout ça. Moi je suis vraiment ravie d'être de nouveau avec vous après cet été pour poursuivre les Midi Réseau en réseau. Donc voilà Sylvie, moi je suis heureuse aussi d'échanger avec toi. On s'est rencontrés il y a un moment autour de la question d'hospitalité à Montréal, une invitation de Marie Fraser, et puis ensuite par ta thèse, ton travail de doctorat, puisque je faisais partie du jury, ça m'a permis de rentrer plus précisément dans ta pratique et d'en saisir certains enjeux que tu as étudiés, et ça me semblait important de rendre public au-delà de ce travail universitaire toute cette démarche et d'analyse que tu as pu faire sur ta démarche artistique. Et donc j'ai préparé quelques questions. La première, en découvrant ton travail et tout ce que tu as travaillé autour de la question de la présence, m'est venue à l'esprit la figure d'Alan Kapro, cet artiste qui, dans les années 60, 70, a décidé de ne plus parler de son travail comme de performance, de happening, puisque c'était inventeur du happening, mais d'activity, c'est-à-dire faire des gestes, des actions dans un état de conscience particulier qui faisait œuvre pour lui et qui ne nécessitait pas nécessairement de public, mais son état à lui était un acte de création par rapport aux gestes qu'il effectuait. Et donc, au regard du travail que tu mènes autour de la présence, mais aussi du point de vue de la méditation, du travail de respiration, etc., peux-tu nous expliquer comment tout cela intervient dans le travail d'art-action? Et dans un second temps, ce qui, à mon avis, intéresse beaucoup aussi, c'est les questions de médiation qui nous relient aujourd'hui. Comment cet état que tu crées en toi est mis en partage avec les personnes qui interviennent dans ta pratique, qui sont les contributeurs de tes performances? Merci Marie. D'abord, merci de m'avoir invité aussi, Artenzo, de t'avoir invité, toi, de m'avoir invité. Ça fait une belle chaîne pertinente, je trouve, pour poursuivre la conversation qu'on avait commencée, comme tu dis, pendant la soutenance. Et donc, merci de m'avoir invité, mais merci aussi pour des questions nouvelles. C'est ça que j'avais envie de dire pour commencer, parce que dans le fond, je réalise que le partage de ma recherche doctorale permet de les poser, ces nouvelles questions, parce que j'y ai parlé de ma pratique d'artiste, mais aussi de ma pratique de méditante. Donc, comme j'ai présenté la méditation comme une méthodologie phénoménologique parmi d'autres méthodologies que j'avais utilisées, j'apprécie que maintenant ça ouvre de nouvelles réflexions ensemble. Alors, moi, j'essaie de me souvenir de respirer consciemment, indépendamment de l'activité que je fais.
et ça, je dois dire que je suis assez dans la lignée d'Alain Capro pour ce qui est de cette vue sur la pratique de la présence consciente, de la respiration consciente, de l'action consciente. Je ne dis pas que je suis une spécialiste de cette pratique parce que c'est une pratique de toujours revenir à la case départ parce qu'on oublie la présence ou on oublie de respirer consciemment, par exemple. Et donc, on doit revenir à la case départ. Comme disait Chogyam Trungpa, un autre méditant que j'apprécie beaucoup, back to square one. Et puis c'est là qu'il y a de l'espace qui se crée. Alors, tout le monde sait respirer, c'est un réflexe naturel et spontané. Notre vie dépend de ça. Mais quand on s'y attarde, quand on respire consciemment, il est possible d'avoir une expérience plus intime de ce que ça fait dans le corps. Puis je dis on peut parce que je veux pas insinuer que ça arrive tout le temps ou que ça doit arriver. C'est pas garanti, puis c'est pas une recette non plus. Mais je pense que Capro, il serait d'accord avec moi sur ça. L'idée, c'est de ne pas manipuler sa respiration, puis dans le fond, de s'entraîner à relaxer avec ce qu'on est, ce qu'on ressent, un instant après l'autre. Donc, par rapport à amener ça dans l'art-action, en fait, c'est que j'essaie de l'amener dans n'importe quoi. Donc, autant comme Capro en se brossant les dents que faisant la cuisine. Mais donc aussi dans ma pratique artistique, où j'ai trouvé beaucoup de similarités là, entre les deux pratiques. Parce qu'évidemment, la pratique artistique, ça nous permet d'être témoin de ce qu'on fait d'une façon peut-être plus engagée. Donc, ça ressemble un peu ça crée un espace ou en tout cas un climat sensible comme la méditation. Alors, donc, si je reviens à ta question, savoir si la méditation, la respiration consciente, la présence pouvaient me guider dans mes projets d'art-action, je dirais que peut-être ça ne me guide pas directement, par exemple, de faire le choix d'un lieu, de faire le choix de certains matériaux, de gestes ou de protocoles, etc. Mais cette pratique-là, elle installe des conditions qui font que je vois mieux, je ressens plus clairement, je réfléchis peut-être plus aisément, puis aussi, je sens le temps qui me presse beaucoup moins. Alors ça, c'est justement un des phénomènes pour moi qui est un marqueur d'un effet, d'une conséquence de la pratique, de la présence attentive ou en tout cas de la respiration consciente ou de la présence ouverte. C'est que dans ces moments-là, il y a une sorte de dilatation de la temporalité. Alors, ça veut dire qu'il n'y a plus forcément d'urgence ou d'impératif ou de décision subite à prendre. Même s'il y a de l'urgence, puis des impératifs, puis des décisions subites à prendre, ce n'est pas vécu de la même façon. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a comme une vue qui change. Et à ce moment-là, le corps et la conscience, ils semblent agencer pour proclamer que, bon, les choses ils vont être traitées une après l'autre. Puis dans un climat de confiance aussi. Puis une confiance qui dépasse là, la confiance en soi, je veux dire une confiance dans les circonstances, dans la situation, même envers les moments de doute qui ne sont pas des obstacles à ce moment-là, mais plutôt des engendreurs de bonnes questions. Alors, donc, c'est comme si le temps que j'ai pris pour respirer ou pour méditer ou pour être présente, ce moment-là, le souffle me le redonne finalement en qualité. Ouais. Et puis, avec les autres personnes, pour voir la deuxième partie de ta question, ben, c'est pas automatique que je propose aux personnes de méditer ou de pratiquer une forme de présence, mais ça peut arriver. Moi, je m'emploie à le faire de mon côté pour me préparer à rencontrer les autres, à être présente aux autres.
Donc, je vais méditer avant une rencontre, puis je vais respirer consciemment pendant la rencontre, quand je vais m'en souvenir de le faire. Mais si je sens une ouverture, je peux le proposer, mais c'est pas une condition de participation. Sauf si la méditation faisait partie formellement là, d'un projet. Mais tu sais, marcher ensemble en silence, tenir la main d'un inconnu, justement, j'avais une image que je vous ai partagée là-dessus, qui témoigne d'une promenade avec un inconnu que j'ai faite dans un moment où le projet, c'était de marcher pendant 2 semaines à chaque jour avec une personne inconnue, main dans la main, en silence. Je dis inconnue parce que j'étais dans une autre ville, dans un autre pays, dans une autre culture, avec une langue différente. Donc. Mais ça, le fait de créer cette situation-là, ça installe une présence très aiguisée. Donc pour revenir à Capro qui disait la conscience transforme le monde, la présence, l'attention, il disait l'attention transforme le monde. Donc, oui, transforme aussi les rencontres que je fais dans le cadre de mes projets d'art-action. Très bien. Bah, oui, du coup, en fait, ça me permet de mieux comprendre effectivement que c'est plutôt ta propre mise en condition qui donne la couleur aussi de la rencontre, quelque part, hein, nécessairement, par l'état dans lequel tu te présentes à l'autre. Et parfois ça c'est mis en partage, mais pas nécessairement, ou alors de manière implicite, inconsciente. Et pour poursuivre sur ces questions de relations, on s'était interrogé aussi ensemble sur des questions de terminologie qui peuvent paraître un peu parfois accessoires ou pas forcément très intéressantes. Et au fond, moi, je pense que ça peut l'être dans la mesure où ça aide à définir en fait certaines modalités de relation. Et donc, l'ère participative, disons, peut recouvrir un certain nombre de terminologies qui distinguent des pratiques entre elles. On peut parler de pratiques relationnelles, pratiques coopératives, pratiques collaboratives, co-création, et qui distinguent du coup les modalités de relation avec les personnes rencontrées et les questions de réalisation d'œuvres, etc. Et donc, est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu situes ces modalités de relation avec les personnes qui contribuent à tes performances? Ben, je dirais que mon travail répond à toutes les appellations que tu as nommées. J'ajouterais participatif aussi. Et puis là, j'aurais peut-être comme 2 branches de réponse, là. C'est que finalement, ta question m'a amené à m'interroger de plus près de comment je nommerais l'autre, justement. Ben, j'aime bien co-création si on parle de la forme, mais l'autre, comment le nommer? Et puis à partir du mot co-créateur, ben, j'ai comme décliné plusieurs possibilités pour stimuler là, ma recherche. Puis aussi, il faut dire que depuis la soutenance de la thèse en juin, j'ai pas revécu de projet d'art-action sur ce mode-là. Donc, c'est plus théorique là, que vécu. Mais donc, il y avait co-partageant, co-présent, co-responsable, co-guide. Donc, là, il y aurait comme une possibilité d'ouvrir aussi sur la responsabilité, ouvre sur la guidance, co-émule, co-camarade, co-producteur. Co-producteur, il y a le troisième impérial qui utilise cette expression-là déjà. J'aimais bien co-artiste aussi, mais par contre, je ne peux pas l'utiliser parce que à cause du statut professionnel de l'artiste qui instigue le projet, il y a quand même une différence, il ne faut pas se le cacher. Puis là, je finis avec un qui me tente pas mal, là, qui est apparu, c'est coïncideur. Alors, je l'aime beaucoup parce que ben, j'aurais préféré un mot épicène là, comme artiste, mais bon, coïncideureux, ça fait qu'il y a l'idée de coïncidence, donc d'effets, de conséquences, d'effets post-action ou pendant l'action, mais il y a aussi l'idée de coïncidence, donc de bonne fortune ou de hasard. Et alors,
là, ben, grâce à toi, Marie, là, je vais me promener un petit bout de temps avec ça, là. Coïncideur, coïncideur, que j'aime bien. Puis la deuxième partie de la réponse, c'était en fait que par rapport à, au commun, là, à ce qui est en commun, puis à Ouais. l'expérience du commun. Oui, oui, puisque je l'ai pas formulé, mais oui, oui, qu'est-ce que ça implique comme Ah, type excuse-moi, d'expérience? à- Non, non, mais tu fais bien de. OK. Parce qu'en fait, ouais, c'est parce qu'en fait, en ajoutant, en te disant, ben, ajoutons aussi participatif, Mm, c'est que je réalise que, dans le fond, l'art a toujours été relationnel, hein, tu sais, on a toujours besoin de l'autre. Euh, euh, donc, comme si l'art, c'était en soi une expérience du commun, ou en tout cas un miroir du commun. Mais c'est comme si aussi la participation, elle habitait un spectre très large, parce qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui participe, on pourrait dire que ça commence par venir à un rendez-vous, mais à partir de là, ben, il y a toutes sortes de possibles, et puis la présence, euh, à partir de là, elle peut se développer de différentes manières. Donc, mais si on regarde l'histoire de l'art, je veux dire, les gens sont passés de spectateurs à co-créateurs dans un large spectre de participation possible. Euh, mais le mouvement, c'est qu'il il se rapproche de plus en plus, on se rapproche de plus en plus de l'œuvre jusqu'à en devenir partie intégrante. Alors, c'est un mouvement, je trouve, je sais pas, je voulais souligner ce mouvement-là. Euh, Puis par rapport à l'idée de co-autorité, tu sais, comme dans le texte d'Agnès Tricouard, là, dans Participation sur le statut de l'œuvre, ça m'intéresse moins de toucher au statut juridique de l'œuvre. Mais pour co-créer, ben, ça commence par une présence minimale, une présence à un rendez-vous. Puis ça, c'est ça qui m'intéresse ensuite, cet engagement-là, comment il va se ouais. développer. Si je comprends bien, en fait, ce spectre dont tu parles, s'il commence à venir au rendez-vous, ensuite le développement de la pratique ou de la réaction ou de la situation que tu mets en place peut se déployer sur le spectre jusqu'à être coïncident ou non, coïncideur ou coïncideureux. Euh, et du coup, une forme de co-création. Oui, oui. Ça varie en fait en fonction de la disponibilité, de l'engagement, de l'implication de la personne qui est venue au préalable rendez-vous. Oui, puis je dirais que ça dépend presque toujours dans les structures que je mets en place de l'autre que de moi, parce que je laisse beaucoup de marge de manœuvre. Si quelqu'un, comme dans les promenades, de l'image que vous avez vue tantôt, euh, ben, c'est les gens qui décidaient où ils m'amenaient, puis ce qu'ils allaient me partager. Donc, c'est eux qui formaient le contenu du récit, là. Euh, et puis, à ce moment-là, la présence, l'engagement peut devenir très important. Euh, coïncident, donc c'est bien aussi coïncident, coïncidente. Ouais, je retiens ça. C'est venu spontanément. Oui, ben, c'est pour ça, c'est comme ça marche. La création aussi. Et l'artiste Antonio Muntadas disait que rien que contempler, c'était déjà participer. Exactement. Ben oui. Même avant de venir au rendez-vous, penser qu'on va peut-être y aller, il y a peut-être déjà une forme de Oui, je participation. suis d'accord. Parce que de la projection déjà sur ce qu'on pourrait créer. Mm. Et donc, je me suis permis d'inclure dans cette question la notion de commun, hein, parce que c'est quelque chose que nous avions travaillé avec Micro-Sillon, la rencontre précédente, hein, qui était le cœur de la rencontre. Et également, il avait été question de la manière dont les institutions artistiques recevaient ce type de pratique qui suppose une grande ouverture, une indétermination initiale, on ne sait pas ce qui va se passer, et donc une, faire confiance à ce qui peut advenir ou pas. Et puis aussi l'implication de personnes dans le processus qui ne se définissent pas eux-mêmes
à l'origine comme artiste. Mhm. Donc, est-ce que, enfin, on a vu avec Micro-Sillon des situations différentes hein, de réception de l'institution artistique, des différents établissements, centres d'art, musées, etc., qui recevaient ces pratiques. Et Ouais. j'aurais aimé, pour poursuivre cette ligne-là aussi, que tu nous dises comment toi, ça avait été reçu. Je sais que, enfin, il y a plein de choses qui se sont passées intéressantes dans ta pratique concernant l'implication des institutions ou non. Ouais. Ah, j'aurais beaucoup de choses on pourrait faire un colloque juste là-dessus. Je suis sûre que les artistes auraient beaucoup à la fois de pensées, puis de réflexions, puis d'exemples. Euh, Moi, j'ai commencé en 2001 à demander aux diffuseurs de me soutenir puis de m'aider à trouver des participants ou des participantes parce que souvent on est invité à l'étranger puis on ne sait pas comment s'y prendre ou on ne parle pas la langue. Donc, ça impliquait ça, par exemple, en Serbie ou en Italie, ou etc. Puis, ben, ils étaient très ouverts à le faire, ça se passait bien, mais à un moment donné, j'aimais pas ça d'être dépendante de leur recherche. Puis aussi, euh, des fois, je participais au mode au mode de recherche, justement. Comment est-ce que ça va être une affiche? Est-ce que ça va être des courriels? Est-ce que ça va... Puis là, on reste dans le réseau. Donc, qu'est-ce qui me dérangeait finalement après quelques expériences comme ça? C'était que finalement, les diffuseurs, ils restaient dans leur réseau. Donc, puis c'était normal aussi, là, mais donc, moi, ça ne me permettait pas d'amener l'art tant que ça en dehors de l'institution. Donc, c'était les amis Donc, je me suis mis plutôt à chercher dans la rue. Puis, des fois, même, j'ai demandé qu'on me traduise un petit texte que je montrais aux passants. Donc, ça a été plus de ce côté-là que ça s'est développé. Puis, j'aimais bien ça aussi. Il y avait aussi le danger, tu sais, que quand les diffuseurs annoncent, qu'ils annoncent quelque chose comme de spectaculaire ou d'extraordinaire, une expérience, alors que moi, c'est pas du tout ça, c'est le contraire. Tu sais, j'essaie d'aplatir le spectaculaire, justement. Et donc, pour moi, l'expérience du commun, c'est justement, c'est quelque chose comme ça. Alors que, tu sais, les publicités puis la promotion nous proposent toujours des expériences hors du commun. Donc, euh, ça, c'était important pour moi. Et ensuite, j'ai vu aussi que quand je faisais des projets dans la rue ou hors du site, par exemple, d'un festival, le diffuseur était dérangé par rapport à son horaire de diffusion. Parce qu'il y a un horaire, par exemple, dans un festival de performance, les performeurs passent un après l'autre, puis là, tu te prépares quand tu sais c'est ton tour. Mais moi, j'étais, par exemple, dans le placard d'à côté avec des gens qui passaient me voir pendant toute la fin de semaine parce que je copiais leur tatou sur mon corps, tu vois. Donc, là, j'échappais quelque part à la programmation, j'échappais. Euh, Même chose, par exemple, je me souviens à Trafic, la Biennale internationale d'art actuel, je suis disparue pendant 3 jours et 3 nuits parce que j'étais devenue un objet de trafic, donc je passais d'une personne à l'autre. Ben, je me souviens que la commissaire, elle me dit, mais est-ce que je dois m'inquiéter pour toi? Tu sais, je te vois pas pendant 3 jours et 3 nuits. Si tu as besoin d'aide, si tu es en mauvaise posture, tu sais, ben, j'ai dit, ben, je prends la responsabilité, je vais appeler si j'ai besoin, mais donc, il y a aussi puis au bout du compte, on n'a presque rien à montrer. Euh, En tout cas, dans mon cas, parce que je n'ai pas nécessairement de vidéos, de photos, mais j'aime bien faire le récit ou en tout cas nommer quelque chose. Donc, oui, c'est une bonne question parce que ces projets d'art-action, ils font que les diffuseurs, ils doivent vraiment s'ajuster, s'ouvrir, comprendre, puis en parler, puis trouver des solutions avec nous, c'est ça, pour que ça aille dans le sens du projet. Ça demande des stratégies. Mhm. Euh,
Mais j'aime bien que ces stratégies-là, on les trouve ensemble. Mm. Ouais. Les diffuseurs, ils peuvent plus, ou les institutions, elles ne peuvent plus avoir un modèle fixe de diffusion. Ils doivent s'ajuster. Ouais, finalement, ce que j'entends, c'est qu'il faut qu'aussi ils soient eux-mêmes, enfin, qu'ils ajoutent aussi de la coïncidence, quoi, quelque part, parce que s'ils restent en dehors, l'implication est à tout. Enfin, ces types de pratiques nécessitent une implication aussi d'institutions, au même titre qu'on demande aux participants ou à la participante d'agir, quoi. Oui, puis comme ben finalement, ce que tu dis, c'est comme si l'institution, le diffuseur, c'est le premier participant dans un sens, parce qu'en acceptant de t'inviter, de te recevoir, ben il doit t'aider à créer les conditions qui vont faire que ce projet-là peut exister. Donc, aux créations, on avait appelé ça aussi faire l'exercice de sa propre vulnérabilité. Et donc, c'est des pratiques où l'artiste est dans une situation de vulnérabilité puisqu'il ouvre son processus de création de manière totale. Mais le participant ou la participante également, et l'institution doit l'être parce que sinon, ça ne fonctionne pas. C'est ça. Mm. Vulnérabilité, flexibilité. Puis justement, quand on se retrouve dans des situations de vulnérabilité ou d'inconfort ou en tout cas d'ajustement puis de nouveauté, ben la présence est souvent là. Mais si on le reconnaît que c'est ça qui se passe, on a une belle occasion de justement de présence puis de coprésence Mm. puis de conscience. Ouais, on a une belle occasion. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Est-ce que tu veux qu'on laisse la parole aux invités présents là, à la conversation? Ben oui, absolument. J'aime bien cette situation-là de réflexion, tout le monde ensemble. Merci. Donc, merci Sylvie, merci Marie pour cet échange. Avant de prendre les questions du public, je voulais simplement je trouvais que le terme coïncideur ou coïncidente était vraiment chouette. J'ai vraiment un faible pour cette expression. Donc, si vous souhaitez la perpétuer, je vous appuie vraiment. Je trouve que c'est un terme qui est très parlant, très évocateur, très près du sensible aussi, et qui laisse place à l'imprévu. Hein. C'est quelque chose, une dimension importante de leur action. Donc, à réutiliser peut-être, je vous citerai dans les recherches sur la médiation culturelle. Donc, on va prendre vos questions. Vous pouvez lever la main, vous pouvez intervenir dans le chat, tout simplement ouvrir votre micro de manière, évidemment, chacun à son tour, si vous le souhaitez. Donc, on a encore quand même un bon moment, on a encore 20 minutes à peu près pour poursuivre l'échange et ouvrir sur vos questions. On peut aussi, Marie et Sylvie, si on voit tout de suite qu'il n'y a pas de questions qui se présentent pour le moment, il y a des aspects sur lesquels vous voulez continuer à échanger, vous pouvez également, si vous avez des questions brûlantes qui vous restent, donc n'hésitez pas. Je peux peut-être y aller, Julia, pour briser la glace, si tu me permets. En fait, merci pour la présentation, c'était hyper intéressant. J'ai une question, somme toute, assez simple, mais aussi compliquée, puis peut-être de nature un peu théorique, mais je pense qu'on peut aller là, puis on ira peut-être dans le plus pratique après, si vous le voulez bien. Donc, je me demandais, en fait, la question de la présence, de la méditation. Je la trouve très intéressante, mais il y a aussi, près de ça, justement, la médiation. Donc, quel est le rôle des dispositifs dans cette coprésence-là, dans cette coparticipation-là? Par exemple, aujourd'hui, on se parle sur Zoom. Euh, Quel est l'impact que ça a sur ce projet-là de façon générale? Donc, comment prenez-vous en considération dans votre travail les façons dont certains dispositifs ou formes artistiques vont provoquer ou freiner peut-être cette coprésence-là ou cette coparticipation? Ben,
depuis 1 an et demi, comme plusieurs d'entre vous, j'ai fait beaucoup de rencontres sur Zoom et puis curieusement, j'étais surprise de constater combien on pouvait se retrouver en coprésence, mais vraiment de le sentir à certaines occasions très fortement. Ça m'est arrivé souvent en faisant des séances de méditation collective parce que j'anime des groupes où j'enseigne, mais ça s'est fait aussi avec des étudiants qui n'étaient pas, disons, initiés à la méditation ou à ces pratiques de présence, puis qui... En tout cas, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je trouve que... Je trouve, ben, une des conclusions de ma thèse, c'est que le corps est un artiste. Et puis, ben, le corps est encore un artiste quand il est en Zoom. Puis, il y a quelque chose de la présence qui est là. C'est bien, c'est la vision la plus positive de Zoom que j'ai jamais entendue, donc c'est parfait. C'est parce que j'en ai fait l'expérience, vraiment. Donc, je parle d'une expérience, ouais. Et non pas d'une idée. Donc, peut-être à mon tour de rebondir sur la notion même de médiation culturelle. Sylvie, je posais la question à savoir comment vous embrassez ou non ce rôle de médiatrice dans votre travail. Est-ce que ça fait partie de votre démarche, peut-être temporellement aussi, depuis le début de votre pratique? Quel est votre rapport à la médiation culturelle personnellement et aussi dans votre pratique? Est-ce que ça a changé au fil du temps? Est-ce que vous considérez vous-même médiatrice à certains moments ou vous êtes seulement artiste? Quel est ce rapport dans le rôle et dans la pratique à la médiation culturelle? Peut-être une autre question pas facile. À ton tour, Marie, si tu veux. Puis je pourrais répondre après aussi. Non, cette question t'est adressée. Ah, OK. Vous pouvez me parler d'autre chose si vous voulez. Hein? C'est vraiment une piste. Je la laisse là. Ah non, mais il y a beaucoup à dire. Je trouve que mon travail... souvent, je vais entrer dans le monde de la médiation en faisant des conférences, des présentations d'artistes, tu sais, en faisant des rencontres après que le projet ait été vécu, expérimenté. Puis j'aime ça, puis je trouve ça important. J'aime les conférences, j'aime écouter des artistes qui présentent leur travail, qui parlent de leur recherche, donc j'aime aussi le faire, je trouve ça important. Il y a des œuvres parfois qui sont tellement, comment dire, complètes ou parlantes qu'elles n'ont pas besoin d'être... C'est-à-dire que je trouve qu'il faut faire confiance aux gens aussi. Il faut leur faire confiance parce que nos œuvres parlent de thèmes assez universels dans un sens. Là. La mort, le temps, la peur, l'amour, l'histoire. Bon, des thèmes comme ça qui peuvent toucher tout le monde. Si on laisse de l'espace, là, les gens, ils ont beaucoup de choses à dire sur ce qu'ils ont vu au musée, ce qu'ils ont vécu dans une performance, etc. Moi, je serais plutôt pour créer des conditions d'espace, de prise de parole qui font que les gens puissent d'abord exprimer ce qu'ils ont vécu, au lieu d'essayer de leur dire de quoi ça retourne, pourquoi c'était comme ça, comment... Donc, la participation dans la médiation aussi, dans la co-création dans la médiation, la co-médiation.
Donc, pour des rapports plus symétriques dans les échanges et non cette espèce de rapport un peu autoritaire qui ramène à expliquer, vulgariser systématiquement. C'est ce que j'en comprends, qui peut être problématique à certains moments ou qui clôt peut-être les Ben, conversations. je pense que les intentions sont bonnes, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une expérience. Donc, de la médiation par l'expérience. Par exemple, je vais prendre un exemple de projet que j'ai fait avec ma famille. J'ai pris mes 2 parents et mon frère. J'ai fait une performance avec chacun d'elles pour qu'ils comprennent de l'intérieur c'est quoi mon travail. Puis parce que aussi, je voulais leur donner une place, une présence, et donc faire une expérience dans cet espace-là de l'art, de la création. Et puis, moi, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Eux aussi, malgré quelques petites gênes et inconforts, mais au bout du compte, alors j'ai trouvé que finalement, sans l'avoir voulu comme un exercice de médiation, je me suis rendu compte que ça a eu cet effet-là, qu'ils ont ils ont compris ce que je faisais. Je sais pas si ça répond à ta question. Je te tutoie, hein, si toi. Oui, j'ai peut-être passé, j'ai changé de pronom au fil de, mais il n'y a aucun problème. Ça rend les choses plus fluides, le tutoiement, bien entendu. Et en quoi consistait cette présence, donc justement, leur implication dans cette expérience-là, concrètement, pour qu'on Oui, puisse concrètement, situer? ben, la première fois, c'était avec ma mère, donc à la galerie où j'étais invitée, je l'ai invitée à faire une performance avec moi. On était toutes les deux sur une pile de matelas, face à face, donc très haute dans l'espace, et puis avec un petit espace entre les deux piles de matelas. Puis moi, je lui ai invité à me raconter sa vie. Donc, moi, j'écoutais. Puis elle racontait sa vie de l'enfant jusqu'au moment où moi, je suis née. Donc, sa vie avant moi, finalement. Et puis, mon père, c'était le contraire, c'est-à-dire que je lui ai demandé de parler de la mort. Et puis, on s'est enterré dans un trou parce que l'événement se passait dans un parc, puis je cherchais une idée. Puis finalement, à partir d'une photo que j'avais de lui et moi au parc d'enfants quand j'étais petite, dans le sable, ben là, finalement, on a creusé dans le sable, on s'est fait un espèce de tombeau jusqu'ici, là, pas un vrai tombeau, mais puis on a parlé de la mort, on était dans le même trou, euh, dans le même empêchement de bouger, puis on a eu une conversation sur la mort. Wow. Donc, c'est vraiment une expérience très incorporée, là, vraiment dans le corps, la physicalité. Ouais. Oui, mais c'est ça, le corps, il n'y a rien sans le corps. C'est toujours un bon rappel en cette ère numérique sur Zoom. Oui, c'est ça. Puis justement, de revenir à son principe de base, là, c'est banal puis c'est fondamental, mais c'est la respiration. Donc, mais merci Sylvie. Marie, est-ce que tu veux Oui, ajouter parce quelque chose? c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'au départ, on parlait de médiation comme un dispositif qu'utilisent les musées et autres, et associations, centres d'art, etc., pour faire la médiation entre une œuvre et des personnes qui viendraient en faire l'expérience. Puis au final, tu nous dis que ton travail artistique fait médiation en tant que tel. Donc souvent, l'artiste, du coup, ce serait interchangeable les termes là, à cet endroit-là. Ouais, ben c'est intéressant justement parce que peut-être qu'il y a des artistes qui entendraient ça, qui seraient pas contents. Je voudrais dire, non, mon œuvre, c'est pas une. Mais en fait, quand on fait une médiation, est-ce qu'on fait pas une médiation sur une médiation? Je sais pas, c'est une question. Parce que une œuvre, c'est un médium, ça contient. Je veux pas dire que c'est une communication nécessairement, une œuvre, mais en tout cas, c'est peut-être une médiation déjà. Nouvelle question, pour moi en tout cas. Un post-doctorat en vue, peut-être, sur la question. Non, je fais une blague, mais c'est vrai qu'on pourrait élaborer longtemps
sur cette interrogation-là. Ben, peut-être aussi qu'il y a des gens dans la salle qui... Donc, il nous reste quelques minutes. Sentez-vous à l'aise. Oui, allô? C'est difficile à voir parce que je ne vois pas tout le monde. Il y aurait bien des choses à dire sur la médiation, mais je pense que ça finit bientôt. Mais j'ai une question qui est aussi personnelle à ma pratique. Mais tu parlais tout à l'heure, on va revenir à ta présentation, en fait, tes réponses, sur co-partageant, co-responsable, c'est de la co-participation, tout ça, tatata. Puis, tu disais qu'en fait, tu privilégiais le récit. Puis là, j'ai regardé ton récit de ta résidence au 3e impérial. Puis là, je me disais, en fait, mais, tu parles de co-participation, mais finalement, le récit, est-ce que c'est ça qui est l'œuvre? Ben, en fait, je sais que tu vas me répondre, mais bon, en tout cas, c'est des questions que je me pose moi-même. Puis, en fait, pourquoi le récit, c'est le tien? C'est pas une question piège, là. Ben non. Un petit peu. C'est des questions pièges que j'ai moi aussi. Non, c'est une belle question. Premièrement, est-ce que le récit, c'est l'œuvre? Je le sais pas. C'est-à-dire que où est l'œuvre? Ça fait partie du premier chapitre de ma thèse. Essayer de mettre la main dessus, là, c'est où cette affaire-là? On peut-tu mettre la main dessus? Non, on peut pas. C'est quand l'œuvre, c'est où, c'est quoi? C'est-tu quand je le fais? C'est-tu quand je le décide? C'est-tu quand j'en parle? C'est-tu quand je lance le récit comme lancement de livre? Tu sais, on le sait pas. En tout cas, moi, je le sais pas exactement. Parenthèse, ce qui me fait revenir un petit peu en arrière par rapport à la médiation, parce que la médiation, il ne faut pas qu'elle essaye de tout nous faire, de nous promettre qu'on va tout savoir sur l'œuvre. Parce que c'est bien de ne pas tout savoir sur l'œuvre. C'est bien d'être dans ce petit flou inconfortable qui nous permet de garder une question ouverte puis de voyager avec la question. Souvent, je dis à mes étudiants, ta question, c'est ton trésor. Tu sais, attends, reste, voyage un peu avec. Donc, bon, fin de la parenthèse. Puis, par rapport au récit, oui, ce projet-là, il me fait ouvrir une nouvelle case qui fait que peut-être la prochaine fois, c'est les autres qui vont l'écrire. Mais il fallait que je fasse tout ça pour arriver à cette idée-là. Tu vois, c'est un cheminement. C'est ça, une méthode, c'est un chemin. Donc, le chemin, cette fois-là, parce que quand j'ai eu fini d'écrire, je leur ai tout envoyé pour savoir si ça allait pour eux, ce récit-là, etc. Et puis, après coup, je dis, mais la prochaine fois, ça pourrait être ça. Quand on fait un projet, on a tout le temps un maillon qui se présente pour le prochain projet. Puis ça, les projets sont tous des maillons d'une grande chaîne. Et puis, oui, effectivement, ça pourrait. Par contre, je pense que comme j'étais en train de faire un doctorat sur ce projet-là, puis que j'avais quelque chose que je devais analyser, pour moi, il fallait que je puisse me l'approprier aussi, ce récit-là, pour en faire un objet d'étude puis d'analyse. Ouais. Mais ça aurait été possible, tout à fait. J'avais cette réflexion-là, en fait, je me disais, parce que vous parliez de médiation et tout ça, puis je me disais, parce que je m'était arrivé une expérience en médiation culturelle la semaine dernière. Puis, je me disais que souvent, on était dans une logique d'efficacité, en fait. On parlait de diffusion, tout ça, les diffuseurs, on est souvent dans une logique d'efficacité. Bon, qu'est-ce qui est le plus efficace? Qu'est-ce qui va être plus compris? Qu'est-ce qui va plus fonctionner? En quoi on va être plus en contrôle? Comment on va arriver à un résultat? Puis, en tout cas, ça vient juste de commencer, ça m'a ouvert tout ça. Au secours. En tout cas, mais merci pour ta réponse. Merci pour ta question, pour ton trésor. On aurait le temps pour une dernière question. Je crois qu'il est moins 5. Donc, Anouk Louten avait la main levée. Donc, on pourrait. Il y a Madame Dubuis aussi qui est levée depuis un moment. Ah oui, mon Dieu, bon, pardon. Donc, allez-y dans le moment où vous le souhaitez là.
je ne sais pas, est-ce que je commence? Oui. Ma connexion n'est pas très bonne. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Je réagis à nouveau à ce que tu disais, Sylvie, sur la médiation, en disant que l'œuvre, il faut qu'il y ait des parties qui restent comme ça, peut-être incomprises ou qui vont être développées plus tard. Ou, en effet, quand on voit une œuvre, ce qui est peut-être fantastique, c'est de pouvoir soudain y repenser 24, 48 heures plus tard et de la réhabiter quelque part ou de la revoir dans sa tête, mais justement dans le ressenti. Quand je fais de la médiation, j'ai l'impression que les gens veulent tout savoir, ils viennent pour tout savoir. Et finalement, je me rends compte que je pense que la médiation, c'est plutôt de leur faire accepter qu'ils ne sauront pas tout. Et que c'est bien, c'est correct, si ils sont ouverts à l'œuvre, mais sans tout comprendre. Ah ben, j'aime bien. Merci, Anouk. Est-ce que j'y vais? Oui. Allez-y, oui, oui. Ma question est peut-être ambitieuse à l'heure où on est rendu, mais comme je ne connais pas l'ensemble de votre travail, moi, je suis vraiment touchée là, par cette notion de présence qui a de l'air à être justement présente depuis peut-être le début, l'origine, la genèse de votre parcours artistique. Je ne sais pas comment c'est arrivé, cette question de présence. Puis, en même temps, est-ce que vous êtes aussi interpellé par justement la non-présence ou l'absence? Oui, ben, belle question. Alors, comment c'est arrivé? Ben, c'est arrivé que j'ai commencé à faire de la performance. Alors, quand on travaille avec le corps, on ne peut pas oublier le corps. Puis comme le corps, c'est comme la maison de la présence, il a fallu que je travaille avec ça. Puis c'était pas facile. C'était pas donné. Puis il y a aussi un autre phénomène que j'ai remarqué qui est important, c'est le déplacement. C'est-à-dire qu'on est amené à se déplacer. Je sais pas, moi, si on fait des dessins, on peut les envoyer par autobus ou par avion. Puis, mais si on fait de l'art-action, de la performance, il faut qu'on aille, il faut qu'on se déplace. Et donc, la présence, elle est requise. Puis, donc, la présence est interrogée. Donc, la présence, elle est primordiale. Et puis, l'absence fait tout à fait partie de l'équation parce que l'un ne va pas sans l'autre. Parce que quand je sais que je suis présente, c'est parce que j'ai été absente, puis tout à coup, je suis présente. Alors ça, c'est une dimension tout à fait importante. Vous avez raison de le nommer. Bon, dans la tête, dans la recherche, j'étais arrivée à faire des nuances, là, de présence, absence, présence, présence, absence, présente, absence, absence, comme 4 niveaux de possibles états de présence, que je ne vais pas élaborer ici, mais d'ailleurs, je ne sais même pas si ça a tenu la route, si je les ai gardés dans le... Mais la méditation aussi m'a amenée, comme je disais tantôt, à considérer la présence comme finalement faisant partie de toutes les situations possibles. Alors, à partir du moment où j'ai mélangé la pratique de la méditation avec la pratique artistique, c'est comme ça fait boum parce que c'est un terrain, une plateforme extraordinaire pour interroger la présence. Puis pour la thèse, je me suis fait une méthodologie sur mesure pour investiguer la présence, parce que j'ai en train de parler de présence. Je ne pouvais pas méditer puis en même temps écrire. Alors, ce que je faisais, c'est qu'à part la méditation du matin, pendant l'écriture, je faisais sonner une cloche aux 30 minutes. Puis quand la cloche sonnait, j'arrêtais tout, puis je faisais juste ressentir, prendre 3 grandes respirations conscientes, puis ressentir ce qui était là, donc dans le corps, puis dans l'esprit, puis juste en témoigner après ça. J'ai appelé ça les écarts tracés. Donc, c'était une méthodologie sur mesure que je me suis inventée pour me soutenir dans cette investigation-là.
d'une façon continue, d'une façon soutenue. Sinon, je pouvais bien dire n'importe quoi, là. Et j'avais besoin de dire des choses précises que j'avais expérimentées pour parler vrai. Donc, je crois si on a terminé la réponse du côté de Sylvie, donc je crois qu'on va devoir mettre fin au Zoom. Donc, il est désormais 13 heures, donc on arrive au bout du temps qu'on avait alloué donc, à l'événement. Alors, je souhaiterais remercier, bien entendu, Marie et Sylvie pour leurs interventions très généreuses tout au long de la dernière heure. Puis, je voudrais remercier également toutes les personnes présentes, parce que je pense que c'est le bon terme. On a établi cette coprésence très pertinente tout au long voilà, de l'événement. Alors, un grand merci à tous et toutes. Ben, et je vous rappelle que l'événement est enregistré, il sera diffusé donc, en ligne. Merci beaucoup. Super. Merci donc au plaisir de collaborer autrement. Donc, c'était vraiment une incursion fascinante. Merci beaucoup. J'adore le mot incursion en passant, ça vibre. Merci tout le monde. Et puis merci Marie, merci Julia, merci Artenso. Génial. Ciao. Au revoir. Merci, au revoir. Merci tout le monde. Hey.